il y a 280 millions d'années, 50 millions d'années avant le premier dinosaure, la Terre était dominée par des prédateurs de 4 mètres aux dents de sabre, mais le dimétrodon, avec sa voile dorsale de 2 mètres, contrôlait des écosystèmes entiers grâce à une thermorégulation qu'aucun dinosaure ne développerait jamais. Bienvenue dans ce coin tranquille où la curiosité peut prendre son temps et où la science est autorisée à se déployer sans hâte. Ce soir, nous ne restons pas dans le présent. Nous remontons très loin dans le temps, si loin que même le monde sous nos pieds ne semblera plus familier. Il était une fois, il y a près de 300 millions d'années, bien avant que le premier dinosaure ne pose sa griffe sur la Terre, notre planète était habitée par des créatures qui défieraient votre imagination. Imaginez un monde où l'air lui-même était différent, plus épais, chargé d'oxygène à un degré qui permettrait à des libellules d'avoir des envergures plus larges qu'un bras humain. Imaginez des forêts primitives s'étendant à travers des continents encore unis, peuplés de plantes qui n'existent plus nulle part sur Terre aujourd'hui. Et dans ces forêts, parmi ces plantes étranges, vivaient des prédateurs dont les dents de sabre brillaient comme des poignards d'ivoire et dont la présence dominait des écosystèmes entiers grâce à une adaptation qu'aucun dinosaure ne développerait jamais. C'était l'époque du Permien, une période où la Terre elle-même était plus sauvage, plus impitoyable, et où la survie dépendait non seulement de la force, mais de l'ingéniosité évolutive. Dans ce monde ancien, avant que les dinosaures ne règnent, d'autres géants régnaient en maître, des créatures appelées thérapsides, ancêtres lointains des mammifères, mais si différentes de tout ce que nous connaissons aujourd'hui qu'elles sembleraient sorties d'un rêve préhistorique. Au cœur de cette époque vivait une créature dont le nom résonne encore dans les couloirs de la paléontologie, Inostrancevia, un prédateur de plus de 4 mètres de long, avec des dents de sabre si massives et si acérées qu'elles pouvaient transpercer les défenses des herbivores les plus coriaces de son époque. Mais Inostrancevia n'était pas seul dans ce monde ancien. Il partageait son territoire avec d'autres géants, d'autres prédateurs, et surtout avec une créature qui, grâce à une adaptation unique, contrôlait les écosystèmes d'une manière qu'aucun dinosaure n'égalerait jamais. Le dimétrodon. Le dimétrodon, avec sa voile dorsale caractéristique qui s'élevait à plus de 2 mètres au-dessus de son dos, n'était pas simplement un prédateur parmi d'autres. Cette voile était un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, un système de thermorégulation si sophistiqué qu'il permettait au dimétrodon de rester actif quand ses proies et ses concurrents étaient ralentis par le froid. Dans un monde où la température corporelle déterminait souvent qui vivait et qui mourait, cette adaptation représentait un avantage évolutif considérable. Mais comment ces créatures sont-elles arrivées à dominer leur monde? Comment ont-elles évolué pour devenir les maîtres incontestés de la Terre pendant des dizaines de millions d'années, avant que les dinosaures n'apparaissent même dans les registres fossiles? Pour comprendre cette histoire, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel elles vivaient. Il y a 280 millions d'années, la Terre était un endroit radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Les continents étaient disposés différemment, créant des climats plus extrêmes et des environnements plus contrastés. L'atmosphère elle-même avait une composition différente, avec des niveaux d'oxygène qui fluctuaient de manière dramatique, influençant la taille et le métabolisme de tous les êtres vivants. Dans ce contexte, les premiers grands prédateurs terrestres ont commencé à émerger. Ils n'étaient ni des reptiles, ni des mammifères au sens moderne, mais quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'unique. Les synapsides, comme les scientifiques les appellent, étaient des créatures qui possédaient un seul orifice temporal derrière chaque œil, une caractéristique anatomique qui les distinguait de leurs contemporains et qui marquerait leur lignée pour l'éternité. Parmi ces synapsides, certains ont développé des adaptations extraordinaires. Certains sont devenus des herbivores massifs, avec des corps en forme de tonneaux capables de traiter d'énormes quantités de végétation primitive. D'autres ont évolué vers la prédation, développant des dents spécialisées, des mâchoires puissantes et des sens aiguisés. Mais c'est dans le domaine de la thermorégulation que certains ont vraiment excellé. Le dimétrodon, qui vivait il y a environ 280 à 270 millions d'années, était l'un de ces innovateurs. Sa voile dorsale, soutenue par de longs processus épineux s'étendant depuis ses vertèbres, était parcourue de vaisseaux sanguins qui permettaient une régulation thermique précise. Le matin, quand les températures étaient fraîches, le dimétrodon pouvait orienter sa voile vers le soleil pour absorber rapidement la chaleur et élever sa température corporelle. Le soir, ou pendant les périodes chaudes, il pouvait utiliser cette même voile pour dissiper l'excès de chaleur, maintenant ainsi une température corporelle optimale pour la chasse
et l'activité. Cette capacité de thermorégulation était révolutionnaire. Dans un monde où la plupart des créatures étaient à la merci des fluctuations de température, le dimétrodon pouvait rester actif plus longtemps, chasser plus efficacement et exploiter des niches écologiques inaccessibles à ses concurrents. Il était essentiellement le premier prédateur sur Terre à avoir développé un système de contrôle thermique sophistiqué, une adaptation qui ne serait pas égalée par les dinosaures, même à leur apogée. Mais le dimétrodon n'était pas le seul géant de cette époque. À ses côtés évoluaient d'autres prédateurs formidables, des créatures dont les adaptations étaient tout aussi remarquables, bien que différentes. Inostrancevia, par exemple, représentait l'aboutissement de l'évolution des prédateurs synapsides. Avec ses dents de sabre massives, ses mâchoires puissantes et son corps robuste, il était parfaitement adapté à la chasse aux grands herbivores de son époque. Ses dents de sabre n'étaient pas simplement des ornements intimidants. Elles étaient des outils de précision conçus par des millions d'années d'évolution pour perforer les défenses des proies les plus coriaces. Contrairement aux dents des prédateurs modernes, qui sont généralement conçues pour saisir et déchirer, les dents d'Inostrancevia étaient des lames affûtées pour pénétrer profondément et rapidement dans les tissus vitaux de leurs victimes. La stratégie de chasse d'Inostrancevia était probablement basée sur l'embuscade et l'attaque surprise. Ses longues pattes et son corps puissant lui permettaient de surgir rapidement de sa cachette pour porter un coup mortel à sa proie avant qu'elle ne puisse réagir. Une fois les dents de sabre plantées dans les organes vitaux de sa victime, la mort suivait rapidement, permettant à Inostrancevia de se nourrir sans risquer des blessures dans un combat prolongé. Ses prédateurs partagèrent leur monde avec une faune herbivore tout aussi impressionnante. Des créatures comme Ulemosaurus, un dinocéphale massif avec un crâne épaissi pour les combats intraspécifiques, ou Scutosaurus, un pareiasaure blindé dont la peau était couverte de plaques osseuses défensives. Ces herbivores n'étaient pas des proies faciles. Ils avaient évolué leur propre défense sophistiquée, créant une course aux armements évolutifs qui poussait les prédateurs à développer des stratégies de chasse de plus en plus raffinées. L'environnement dans lequel ces créatures vivaient était lui-même un acteur majeur dans leur évolution. Les forêts primitives de cette époque étaient dominées par des plantes qui n'existent plus aujourd'hui. Des fougères arborescentes géantes, des prêles de la taille d'arbres et des lycopodes qui formaient des canopées denses et humides. L'air était chargé d'humidité et d'oxygène, créant des conditions atmosphériques uniques qui favorisaient la croissance de créatures de grande taille. Mais ce n'étaient pas seulement les forêts qui caractérisaient ce monde ancien. Il y avait aussi de vastes plaines, des marécages étendus et des régions plus arides où différents types de végétation dominaient. Cette diversité d'habitats permettait à une grande variété de créatures de coexister, chacune adaptée à son environnement particulier. Les cours d'eau de cette époque serpentaient à travers ces paysages, portant les nutriments des hautes terres vers les plaines inondables où la vie florissait. Dans ces environnements aquatiques et semi-aquatiques, d'autres prédateurs régnaient. Des amphibiens géants comme Eriops, avec leurs mâchoires massives et leur corps robuste, dominaient les systèmes fluviaux et lacustres. Mais revenons à nos protagonistes terrestres. Le succès du dimétrodon et d'autres synapsides thermorégulateurs comme Platyistrix et Secodontosaurus ne se limitait pas à leur capacité à contrôler leur température corporelle. Ces créatures avaient également développé des systèmes sensoriels sophistiqués qui leur permettaient de détecter leurs proies à distance et de coordonner leurs stratégies de chasse. Les preuves fossiles suggèrent que certains de ces prédateurs primitifs avaient des capacités olfactives remarquables. Leur cavité nasale était complexe et bien développée, leur permettant de suivre les traces olfactives de leurs proies sur de grandes distances. Cette capacité était particulièrement importante dans les environnements denses et boisés où la visibilité était limitée. De plus, leurs systèmes auditifs étaient également sophistiqués pour leur époque. Bien qu'ils n'aient pas eu les oreilles externes des mammifères modernes, leurs structures auditives internes étaient suffisamment développées pour leur permettre de localiser les sons avec précision, une compétence cruciale pour la chasse nocturne ou dans des environnements où la végétation dense limitait la visibilité. Ces adaptations sensorielles, combinées à leur thermorégulation avancée, donnaient aux prédateurs synapsides un avantage considérable sur leurs proies et leurs concurrents.
ils pouvaient chasser efficacement dans une variété de conditions environnementales, s'adapter aux changements saisonniers et exploiter des ressources alimentaires que d'autres prédateurs ne pouvaient pas atteindre. L'impact de ces créatures sur leurs écosystèmes était profond. En tant que prédateurs apex, elles contrôlaient les populations d'herbivores, influençant ainsi la structure de la végétation et la distribution des autres espèces. Leur présence façonnait littéralement les paysages dans lesquels elles évoluaient, créant un équilibre écologique complexe qui persistera pendant des dizaines de millions d'années. Cette époque, connue sous le nom de Permien, représentait vraiment l'âge d'or des synapsides. Ils avaient atteint un niveau de sophistication évolutive qui ne serait pas égalé par leurs successeurs dinosauriens dans certains domaines, en particulier celui de la thermorégulation. Aucun dinosaure ne développerait jamais un système de contrôle thermique aussi sophistiqué et efficace que la voile du dimétrodon. Mais avant que ces maîtres du Permien ne règnent en souverain absolu, ils ont dû conquérir un monde qui ne leur était pas destiné. L'histoire de leur ascension commence bien plus tôt, dans les profondeurs du Carbonifère, une époque où la Terre était encore un laboratoire d'expérimentation évolutive et où les règles de la survie étaient encore en cours d'écriture. Il y a 300 millions d'années, quand les premiers ancêtres du dimétrodon ont fait leurs premiers pas hésitants sur la terre ferme, le monde était un endroit radicalement différent. L'atmosphère contenait jusqu'à 35% d'oxygène, comparé aux 21% d'aujourd'hui. Cette richesse en oxygène avait des conséquences extraordinaires sur la taille et la physiologie de tous les êtres vivants. Les insectes atteignaient des proportions gigantesques. Des libellules avec des envergures de 70 cm planaient au-dessus des marécages primitifs, tandis que des mille-pattes de plus de 2 mètres de long rampaient à travers la litière des forêts. Ces forêts elles-mêmes étaient des cathédrales vivantes d'une beauté alien. Des fougères arborescentes s'élevaient à 40 mètres de hauteur, leurs frondes géantes créant des canopées si denses que peu de lumière atteignait le sol forestier. Des prêles de la taille de séquoia formaient des bosquets impénétrables, leurs tiges creuses résonnant du moindre souffle de vent comme des orgues préhistoriques. Et partout, l'air était saturé d'humidité et du parfum lourd de la végétation en décomposition qui formerait un jour les veines de charbon que nous exploitons encore aujourd'hui. C'est dans ce monde luxuriant et oxygéné que les premiers synapsides ont commencé leur longue marche vers la domination. Ils n'étaient alors que de petites créatures, guère plus grandes qu'un lézard moderne, se faufilant à travers la végétation dense à la recherche d'insectes et de vers. Mais ils portaient déjà en eux les graines de la grandeur future, codées dans leur ADN primitif et gravées dans la structure unique de leur crâne. Cette fenêtre temporelle derrière chaque œil, cette caractéristique anatomique si distinctive des synapsides, n'était pas qu'un simple détail architectural. Elle représentait une révolution dans l'évolution des vertébrés terrestres. Cette ouverture permettait aux muscles de la mâchoire de se développer et de se contracter plus efficacement, donnant aux premiers synapsides une force de morsure supérieure à celle de leurs contemporains. C'était un avantage subtil mais décisif dans la compétition impitoyable pour les ressources alimentaires. Au fur et à mesure que les générations se succédaient, certaines lignées de synapsides ont commencé à exploiter cette innovation anatomique de manière de plus en plus sophistiquée. Les pélycosaures, ces premiers synapsides, ont diversifié leur stratégie alimentaire avec une créativité remarquable. Certains, comme Edaphosaurus, sont devenus des herbivores spécialisés, développant des dents en forme de piquet parfaites pour brouter la végétation primitive. D'autres, comme Ophiacodon, sont restés piscivores, leurs longues mâchoires étroites parfaitement adaptées pour attraper les poissons dans les eaux peu profondes des lagons carbonifères. Mais c'est avec l'émergence de la lignée qui donnerait naissance au dimétrodon que l'innovation évolutive a vraiment pris son envol. Les premiers membres de cette lignée, des créatures comme Archaeotyrus, ont commencé à développer les processus épineux allongés qui caractériseraient plus tard la voile iconique du dimétrodon. Au début, ces extensions vertébrales n'étaient que modestement allongées, peut-être utilisées pour l'affichage ou pour ancrer des muscles dorsaux plus puissants. L'évolution de la voile dorsale n'était pas un accident évolutif, mais plutôt une réponse ingénieuse à un défi environnemental fondamental. À mesure que les synapsides grandissaient en taille, ils se heurtaient au problème universel de tous les grands animaux, la thermorégulation. Plus un animal est grand, plus il lui est difficile de réchauffer rapidement son corps ou de se refroidir efficacement. Dans un monde où la température déterminait la vitesse de réaction, la force musculaire et l'efficacité métabolique, ce problème pouvait être
fatale. La solution développée par la lignée du Dimétrodon était d'une élégance biomécanique remarquable. En étendant la surface corporelle disponible pour l'échange thermique sans augmenter significativement la masse corporelle, la voile permettait un contrôle thermique précis et rapide. Les vaisseaux sanguins qui parcouraient la membrane de la voile pouvaient se dilater pour augmenter le flux sanguin lors du réchauffement ou se contracter pour conserver la chaleur lors du refroidissement. Cette innovation n'était pas simplement un gadget évolutif, elle représentait un changement de paradigme dans l'écologie des prédateurs terrestres. Pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre, un prédateur pouvait maintenir un niveau d'activité élevé indépendamment des fluctuations de température ambiante. Cela signifiait qu'un dimétrodon pouvait chasser efficacement au petit matin quand ses proies étaient encore engourdies par la fraîcheur nocturne. Il pouvait poursuivre une chasse pendant les heures chaudes de l'après-midi quand d'autres prédateurs étaient contraints de chercher l'ombre. L'avantage compétitif était énorme. Dans les écosystèmes du Permien inférieur, où la compétition pour les ressources alimentaires était intense, cette capacité de thermorégulation transformait le dimétrodon en un super-prédateur. Il pouvait exploiter des créneaux temporels et environnementaux inaccessibles à ses concurrents, chasser dans des conditions où ses proies étaient vulnérables et maintenir des territoires plus vastes grâce à sa capacité d'activité prolongée. Les preuves fossiles révèlent l'ampleur du succès de cette stratégie évolutive. Les restes de dimétrodon sont trouvés dans une variété d'environnements, des plaines inondables aux zones plus arides, témoignant de leur capacité d'adaptation à différents habitats. Leurs coprolites fossilisés contiennent les restes d'une diversité impressionnante de proies, depuis de petits poissons jusqu'aux amphibiens de taille moyenne, en passant par d'autres synapsides plus petits. Mais le dimétrodon n'était pas un géant dès ses débuts. L'évolution de sa taille et de sa voile s'est étalée sur plusieurs millions d'années, chaque génération ajustant finement ses adaptations en réponse aux pressions sélectives de leur environnement. Les premières espèces de dimétrodons, comme D. limbatus, ne mesuraient qu'environ 1,5 m de longueur totale, avec des voiles relativement modestes. Ce n'est qu'avec des espèces plus tardives comme D. grandi que nous voyons l'émergence des géants de 4 mètres, avec leurs voiles spectaculaires de plus de 2 mètres de hauteur. Cette croissance progressive n'était pas arbitraire, elle reflétait l'évolution parallèle de leurs écosystèmes et de leurs proies. À mesure que les herbivores du Permien grandissaient en taille et développaient de meilleures défenses, les prédateurs, comme le dimétrodon, devaient s'adapter en conséquence. La course aux armements évolutifs était en marche, et chaque innovation d'un côté forçait une contre-adaptation de l'autre. Les herbivores de cette époque n'étaient pas des créatures passives, attendant d'être chassées. Des animaux comme Coryphodon avaient développé des crânes massifs et des défenses impressionnantes. Diadecte, l'un des premiers grands herbivores terrestres, possédait un corps blindé et des dents spécialisées pour traiter la végétation fibreuse. Ces créatures représentaient des défis considérables, même pour un prédateur aussi bien adapté que le dimétrodon. La réponse évolutive a été multiforme. Non seulement les dimétrodons ont grandi en taille, mais ils ont également affiné leurs techniques de chasse et leurs armes naturelles. Leurs dents ont évolué vers des formes de plus en plus spécialisées. Les dents antérieures sont devenues de véritables poignards pour percer et tenir, tandis que les dents postérieures se sont adaptées pour trancher et découper. Leurs mâchoires ont développé une puissance de morsure formidable, capable de briser les os et de perforer les défenses les plus robustes. L'anatomie de leurs pattes révèle également des adaptations sophistiquées pour la chasse. Contrairement aux reptiles modernes dont les membres s'étendent latéralement, les pattes du dimétrodon commençaient déjà à se positionner plus verticalement sous le corps, permettant une locomotion plus efficace et des poussées plus puissantes lors des attaques. Cette configuration anatomique préfigurait les adaptations qui caractériseraient plus tard les mammifères. Leurs griffes méritent une attention particulière. Contrairement aux griffes rétractiles des félins modernes ou aux serres des rapaces, les griffes du dimétrodon étaient des outils polyvalents, utilisés aussi bien pour la locomotion que pour la prédation. Elles étaient suffisamment robustes pour supporter le poids de l'animal lors des déplacements, mais suffisamment acérées pour infliger des blessures mortelles lors des combats. L'étude de la microstructure osseuse du dimétrodon révèle des détails fascinants sur sa physiologie. Contrairement aux reptiles modernes dont la croissance osseuse est cyclique et reflète les variations saisonnières, les os de dimétrodon montrent des signes de croissance plus continue, suggérant un métabolisme plus élevé et plus constant. Cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle ces créatures avaient développé des capacités thermorégulatrices sophistiquées qui leur permettaient de maintenir une activité métabolique élevée. Les isotopes présents dans leurs dents fossiles fournissent également des indices précieux sur leur écologie.
L'analyse de ces signatures chimiques suggère que les dimétrodons occupaient le sommet de leurs chaînes alimentaires, se nourrissant d'une variété de proies dans différents environnements aquatiques et terrestres. Certaines populations semblent avoir été particulièrement spécialisées dans la chasse aux grands amphibiens, tandis que d'autres préféraient les synapsides herbivores de taille moyenne. Cette flexibilité écologique était l'une des clés de leur succès évolutif. Dans un monde où les environnements changeaient rapidement en réponse aux fluctuations climatiques et aux mouvements tectoniques, la capacité d'adaptation était cruciale pour la survie à long terme. Le dimétrodon n'était pas seulement un prédateur redoutable, c'était un survivant accompli, capable de prospérer dans une variété de conditions environnementales. L'influence du dimétrodon sur ces écosystèmes s'étendait bien au-delà de ses activités de chasse directe. En tant que prédateur apex, il jouait un rôle crucial dans la régulation des populations d'herbivores, influençant ainsi la structure et la composition de la végétation. Les zones où les dimétrodons étaient abondants montrent des signes de pression de prédation intense, avec des assemblages fauniques dominés par des herbivores de grande taille et bien défendus. Cette pression sélective a probablement stimulé l'évolution de nombreuses innovations défensives chez les herbivores du Permien. L'émergence de l'armure corporelle, des cornes, des épines et d'autres structures défensives peut être directement liée à la présence de superprédateurs comme le dimétrodon dans leurs environnements. En ce sens, ces anciens prédateurs ont façonné l'évolution de leurs écosystèmes entiers, créant les conditions qui ont favorisé l'émergence de formes de vie de plus en plus complexes et spécialisées. L'héritage du dimétrodon et de ses contemporains s'étendaient bien au-delà de leur propre existence. Leurs innovations évolutives jetèrent les bases d'une révolution biologique qui transformerait à jamais la nature de la vie sur Terre. Mais pour comprendre pleinement l'ampleur de leur influence, nous devons examiner le monde complexe dans lequel ils évoluaient et les créatures remarquables qui partagèrent leur époque. Le Permien était un âge de géants, une époque où la Terre expérimentait avec des formes de vie qui défient notre compréhension moderne de ce qu'un animal terrestre peut être. Aux côtés des dimétrodons régnaient d'autres synapsides dont les adaptations étaient tout aussi extraordinaires, bien que différentes dans leur approche de la survie et de la domination écologique. Prenons Inostrancevia, cette créature magnifique et terrifiante qui représentait l'aboutissement de l'évolution des gorgonopsides. Avec ses 4 mètres de longueur et ses dents de sabre impressionnantes, Inostrancevia incarnait une philosophie évolutive radicalement différente de celle du dimétrodon. Là où le dimétrodon misait sur la thermorégulation et l'efficacité métabolique, Inostrancevia avait développé la puissance brute et la précision chirurgicale de l'attaque. Ses dents de sabre n'étaient pas simplement des versions agrandies des dents carnivores ordinaires. Elles représentaient une spécialisation poussée à l'extrême, des lames biologiques affûtées par des millions d'années d'évolution pour accomplir une tâche spécifique, percer les défenses des herbivores les plus coriaces du Permien tardif. Ces dents pouvaient atteindre 15 cm de longueur, s'étendant bien au-delà de la ligne de la mâchoire fermée, créant un profil distinctif qui faisait d'Inostrancevia l'un des prédateurs les plus reconnaissables de son époque. La biomécanique de ces dents de sabre révèle une sophistication remarquable. Contrairement aux canines des félins modernes, qui sont conçues pour saisir et tenir, les dents d'Inostrancevia étaient optimisées pour la pénétration. Leur section transversale était aplatie latéralement, créant une lame tranchante sur les bords antérieurs et postérieurs. Cette conception permettait une pénétration profonde avec une résistance minimale, infligeant des blessures massives aux organes vitaux de la proie. L'utilisation de ces armes redoutables nécessitait une technique de chasse particulière. Les reconstructions biomécaniques suggèrent qu'Inostrancevia employait une stratégie d'embuscade, utilisant sa puissance musculaire considérable pour porter un coup unique et décisif. Ses membres antérieurs robustes et ses griffes acérées servaient probablement à immobiliser la proie, pendant que les dents de sabre accomplissaient leur travail mortel. Cette approche de la prédation contrastait fortement avec celle du dimétrodon qui privilégiait une chasse plus soutenue et opportuniste. Inostrancevia était un assassin spécialisé, parfaitement adapté pour éliminer rapidement des proies spécifiques, mais potentiellement moins flexibles dans ses stratégies alimentaires. Cette spécialisation extrême était à la fois sa plus grande force et sa plus grande vulnérabilité évolutive. Les proies d'Inostrancevia étaient elles-mêmes des créatures extraordinaires.
Des herbivores comme Scutosaurus représentaient le sommet de l'évolution défensive du Permien. Ces pareiasaures massifs, atteignant 3 mètres de longueur, portaient une armure corporelle qui rivaliserait avec celle des ankylosaures du Crétacé. Leur peau était incrustée de plaques osseuses, d'épines et de tubercules qui formaient une carapace presque impénétrable. Mais Scutosaurus n'était pas simplement un bunker vivant. Ses adaptations défensives étaient complétées par des innovations comportementales sophistiquées. Les preuves fossiles suggèrent que ces animaux vivaient en troupeaux, utilisant la sécurité du nombre pour décourager les attaques de prédateurs. Leur crâne massif et leurs coups puissants leur permettaient de se défendre activement, transformant chaque individu en une forteresse mobile capable de repousser même les assauts les plus déterminés. La coexistence de prédateurs comme Inostrancevia et de proies comme Scutosaurus illustre parfaitement le concept de course aux armements évolutive. Chaque innovation défensive chez les herbivores forçait une contre-adaptation chez les prédateurs, et vice-versa. Ce processus créait une spirale ascendante de complexité et de spécialisation qui poussait les deux groupes vers des niveaux d'adaptation de plus en plus extrêmes. D'autres herbivores du Permien tardif avaient développé des stratégies défensives différentes, mais tout aussi efficaces. Ulemosaurus, un dinocéphale de taille imposante, avait opté pour une approche différente, l'intimidation par la taille et la force. Avec son crâne massif surmonté de bosses osseuses impressionnantes et son corps de plusieurs tonnes, Ulemosaurus présentait un défi redoutable même pour les prédateurs les plus audacieux. Ces bosses crâniennes n'étaient pas de simples ornements. Elles servaient probablement lors de combats intraspécifiques, permettant aux mâles de s'affronter pour le territoire ou les partenaires reproducteurs. Mais elles constituaient également une défense formidable contre les prédateurs, transformant la tête du Ulemosaurus en une masse d'armes naturelles capable d'infliger des dommages considérables à tout agresseur imprudent. La diversité des herbivores du Permien ne s'arrêtait pas aux géants blindés. Des créatures comme Moschops représentaient une approche différente de l'herbivorie, combinant une taille respectable avec une agilité relative. Ces dinocéphales plus graciles occupaient des niches écologiques similaires à celles des grands ongulés modernes, broutant la végétation des plaines ouvertes et comptant sur leur vitesse et leur vigilance pour échapper aux prédateurs. L'écosystème du Permien abritait également des prédateurs plus petits, mais non moins redoutables. Des créatures comme l'Ichenops, un thérocéphale de taille moyenne, représentaient une approche différente de la prédation. Avec leur corps élancé, leurs longues pattes et leurs dents acérées, ces prédateurs étaient optimisés pour la chasse en meute et la poursuite de proies plus petites et plus agiles. L'Ichenops et ses apparentés préfiguraient en quelque sorte les stratégies de chasse qui caractériseraient plus tard les mammifères carnivores. Leur anatomie suggère une capacité de course soutenue, une coordination sociale sophistiquée et une flexibilité comportementale qui leur permettait de s'adapter rapidement aux changements environnementaux. Ces prédateurs de taille intermédiaire jouaient un rôle écologique crucial, contrôlant les populations de petits et moyens herbivores et libérant ainsi une pression de compétition qui permettait aux grands prédateurs comme Inostrancevia et Dimetrodon de se concentrer sur les proies les plus imposantes. Cette stratification des prédateurs créait une structure trophique complexe qui maximisait l'utilisation des ressources alimentaires disponibles. La végétation du Permien tardif avait elle aussi évolué en réponse aux pressions exercées par cette faune herbivore diversifiée. Les forêts primitives dominées par les fougères arborescentes et les prairies géantes cédaient progressivement la place à des écosystèmes plus ouverts, peuplés de conifères primitifs et de cicadales. Ces plantes développèrent leur propre défense contre l'herbivorie, résines toxiques, épines, feuilles coriaces et composés chimiques répulsifs. L'évolution de ces défenses végétales forçait à son tour les herbivores à développer des systèmes digestifs de plus en plus sophistiqués. Des créatures comme Canemaieria, un dicynodonte de grande taille, possédaient des systèmes digestifs complexes capables de traiter la végétation fibreuse et potentiellement toxique. Leur bec édenté était parfaitement adapté pour couper et arracher les plantes, tandis que leurs dents postérieures spécialisées broyaient efficacement la matière végétale. Ces dicynodontes représentaient l'une des lignées les plus réussies du Permien tardif et du Trias précoce. Leur diversité était remarquable, allant de petites formes fouisseuses comme Cystecéphalus à des géants comme l'Isovicia, qui rivalisaient en taille avec les plus grands mammifères terrestres modernes. Leur succès évolutif témoigne de l'efficacité de leur approche de l'herbivorie et de leur capacité d'adaptation aux changements environnementaux. L'anatomie interne de ces créatures révèle des adaptations physiologiques sophistiquées.
Leur système cardiovasculaire montre des signes d'efficacité accrue, suggérant des métabolismes plus élevés que ceux des reptiles modernes. Leur structure respiratoire présente des innovations qui préfiguraient celles des mammifères, avec des indices de séparation partielle entre les voies respiratoires et digestives. Ces innovations physiologiques n'étaient pas accidentelles. Elles reflétaient les pressions sélectives intenses, exercées par un monde où la compétition pour les ressources était féroce et où l'efficacité métabolique pouvait déterminer la différence entre la survie et l'extinction. Dans ce contexte, chaque avantage évolutif, aussi mince soit-il, pouvait s'avérer décisif. L'organisation sociale de ces créatures commençait également à montrer des signes de complexité croissante. Les preuves fossiles suggèrent que certaines espèces vivaient en groupes organisés avec des structures sociales qui permettaient une coopération dans la recherche de nourriture, la défense contre les prédateurs et l'élevage des jeunes. Ces comportements sociaux représentaient une innovation évolutive majeure qui augmentait considérablement les chances de survie dans un environnement hostile. Les sites fossiles du Permien tardif révèlent des assemblages d'os qui suggèrent des comportements grégaires sophistiqués. Des groupes d'individus d'âges différents trouvés ensemble indiquent des structures familiales étendues et des soins parentaux prolongés. Ces découvertes remettent en question nos conceptions traditionnelles sur l'évolution du comportement social chez les vertébrés terrestres. L'étude des traces fossiles apporte des éclairages supplémentaires sur la complexité comportementale de ces anciens écosystèmes. Les pistes de Permien montrent des preuves d'interactions complexes entre prédateurs et proies, avec des témoignages de chasse coordonnée, de comportements d'évitement sophistiqués et même de possibles rituels de territoire ou d'accouplement. Ces comportements complexes nécessitaient des systèmes nerveux sophistiqués. L'analyse des endocrines fossiles révèle que les synapsides du Permien avaient développé des cerveaux proportionnellement plus grands et plus complexes que leurs prédécesseurs. Les régions associées au traitement sensoriel, à la coordination motrice et peut-être même aux fonctions cognitives supérieures montraient des signes d'expansion et de spécialisation. Cette évolution neurologique était particulièrement prononcée chez les prédateurs, qui devaient traiter des informations sensorielles complexes, planifier des stratégies de chasse et coordonner des mouvements précis lors des attaques. Des créatures comme Inostrancevia possédaient des cerveaux remarquablement sophistiqués pour leur époque, avec des régions sensorielles développées et des centres de coordination motrice qui leur permettaient d'exécuter les manœuvres complexes nécessaires à leur style de chasse spécialisé. L'ensemble de ces adaptations anatomiques, physiologiques et comportementales créait des écosystèmes d'une richesse et d'une complexité extraordinaires. Le Permien tardif représentait véritablement l'apogée de l'évolution des synapsides, une période où ces créatures avaient atteint des niveaux de sophistication qui ne seraient égalés par leurs successeurs mammifères que des dizaines de millions d'années plus tard. Cette complexité écologique était soutenue par des environnements d'une diversité remarquable, des forêts humides aux plaines arides, des zones côtières aux hautes terres montagneuses. Chaque habitat abritait ses propres communautés spécialisées, créant un mosaïque d'écosystèmes interconnectés qui maximisait l'utilisation de toutes les niches écologiques disponibles. Cette mosaïque d'écosystèmes interconnectés soutenait une biodiversité qui dépassait de loin ce que nous pouvons observer dans le monde moderne. Mais au cœur de cette richesse biologique se cachait une innovation évolutive si révolutionnaire qu'elle changerait à jamais la nature de la vie sur Terre, l'émergence progressive de la thermorégulation sophistiquée dont le dimétrodon n'était que le représentant le plus visible d'une transformation bien plus vaste. Pour vraiment comprendre la portée de cette révolution thermique, nous devons d'abord saisir les défis fondamentaux auxquels faisaient face tous les vertébrés terrestres de cette époque. Dans un monde où la température corporelle déterminait directement l'efficacité musculaire, la vitesse de réaction et la capacité de traitement cognitif, le contrôle thermique représentait littéralement la différence entre la vie et la mort. Les reptiles modernes nous offrent un aperçu de ces limitations. Un lézard exposé à des températures fraîches devient léthargique, ses mouvements ralentissent, ses réflexes s'émoussent et sa capacité à échapper aux prédateurs ou à capturer des proies diminue drastiquement. À l'inverse, une température trop élevée peut provoquer une surchauffe fatale, forçant l'animal à chercher l'ombre et à interrompre ses activités vitales. Les synapsides du Permien avaient commencé à transcender ces limitations de manière qui défient encore notre compréhension complète. Le système de voile du dimétrodon n'était que la manifestation la plus spectaculaire d'une série d'innovations thermorégulatrices qui se développaient simultanément dans différentes lignées de synapsides. Examinez Platyistrix, un parent plus petit du dimétrodon, dont la voile dorsale était proportionnellement encore plus développée.
Cette créature de la taille d'un chien avait poussé l'adaptation thermorégulatrice à ses limites physiques, créant une voile si massive par rapport à sa taille corporelle qu'elle représentait probablement un défi biomécanique considérable. Pourtant, les avantages thermorégulateurs devaient largement compenser ces inconvénients, permettant à Platystrix de maintenir une activité optimale dans une gamme de conditions environnementales beaucoup plus large que ses contemporains. Cette capacité de thermorégulation active transformait fondamentalement l'écologie de ces créatures. Plutôt que d'être des opportunistes passifs, attendant que les conditions environnementales soient favorables pour chasser ou se reproduire, ils devenaient des prédateurs actifs capables de créer leurs propres opportunités. Un dimétrodon pouvait commencer sa journée de chasse avant l'aube, orientant sa voile vers les premières lueurs du soleil pour réchauffer rapidement son corps pendant que ses proies potentielles restaient encore engourdies par la fraîcheur nocturne. Cette stratégie temporelle créait des fenêtres d'opportunité exclusives. Dans les premières heures du matin, quand la rosée recouvrait encore la végétation et que l'air portait la fraîcheur de la nuit, les créatures à voile dorsale pouvaient se déplacer avec une agilité et une précision que leurs proies ectothermes ne pouvaient égaler. C'était un avantage prédateur d'une puissance extraordinaire, permettant l'exploitation de niches temporelles entièrement nouvelles. Mais la thermorégulation n'était pas seulement une question de température optimale, elle permettait également une activité soutenue qui révolutionnait les stratégies de chasse et de survie. Un prédateur capable de maintenir sa température corporelle dans une plage optimale pouvait poursuivre une chasse sur de longues distances, traquer ses proies avec une patience méthodique et maintenir un territoire beaucoup plus vaste que ses concurrents thermorégulation limitée. Cette capacité d'activité prolongée avait des implications profondes pour l'organisation sociale et territoriale. Les preuves fossiles suggèrent que des créatures comme le dimétrodon maintenaient des territoires de chasse étendus, marqués peut-être par des glandes odorantes sophistiquées et défendus par des démonstrations de force impliquant leur voile impressionnante. Ces territoires n'étaient pas seulement des zones de chasse, mais des écosystèmes entiers sous le contrôle de superprédateurs thermorégulés. L'impact sur les chaînes alimentaires était révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire de la vie terrestre, des prédateurs apex pouvaient exercer une pression de prédation constante et prévisible sur leurs écosystèmes. Cette pression sélective continue stimulait l'évolution d'adaptations défensives de plus en plus sophistiquées chez les herbivores, créant une spirale évolutive d'innovation et de contre-innovation qui accélérait le rythme de l'évolution dans tous les groupes. Les innovations ne se limitaient pas au voile dorsal spectaculaire. D'autres synapsides développaient des stratégies thermorégulatrices plus subtiles mais non moins efficaces. Certaines lignées commençaient à montrer des signes d'isolation thermique améliorée avec des modifications de la structure de leur peau qui préfiguraient le développement ultérieur de la fourrure chez les mammifères. Des créatures comme Suminia, un anomodonte arboricole, avaient développé des adaptations qui suggèrent une thermorégulation comportementale sophistiquée. Leurs membres allongés et leurs griffes spécialisées leur permettaient d'exploiter la stratification thermique des canopées forestières, se déplaçant verticalement pour trouver les microclimats optimaux à différents moments de la journée. Cette exploitation tridimensionnelle de l'environnement thermique représentait une sophistication comportementale remarquable. Plutôt que de subir passivement les variations de température, ces créatures devenaient des architectes actifs de leur environnement thermique, utilisant leur mobilité et leur intelligence pour créer les conditions optimales pour leurs activités vitales. L'évolution de ces capacités thermorégulatrices était intimement liée au développement de systèmes circulatoires plus sophistiqués. Les synapsides avancés du Permien montraient des modifications anatomiques qui suggèrent une séparation croissante entre la circulation systémique et pulmonaire, une innovation qui améliorerait considérablement l'efficacité du transport de l'oxygène et de la distribution de la chaleur corporelle. Ces améliorations circulatoires permettaient non seulement une thermorégulation plus efficace, mais aussi un métabolisme plus élevé et plus constant. Les preuves isotopiques dans les os fossiles suggèrent que certains synapsides du Permien tardif maintenaient des taux métaboliques qui approchaient ceux des mammifères modernes, une réalisation extraordinaire pour des créatures vivant il y a plus de 250 millions d'années. Cette évolution métabolique avait des conséquences profondes pour tous les aspects de leur biologie. Un métabolisme élevé permettait une croissance plus rapide, une maturation sexuelle plus précoce et une reproduction plus fréquente. Ces avantages reproductifs se traduisaient par une capacité d'adaptation évolutive accrue, permettant aux lignées thermorégulatrices de répondre plus rapidement aux changements environnementaux. Les modifications du système reproducteur accompagnaient ces innovations métaboliques.
Bien que nous ne puissions pas observer directement les tissus mous fossilisés, les modifications de la structure pelvienne et des appendices reproducteurs suggèrent des stratégies reproductives de plus en plus sophistiquées, avec peut-être les premiers indices de soins parentaux prolongés et de développement embryonnaire interne amélioré. Ces soins parentaux étendus créaient des opportunités pour la transmission culturelle de comportements sophistiqués. Les jeunes synapsides pouvaient apprendre des techniques de thermorégulation comportementale, des stratégies de chasse optimisées et des connaissances territoriales de leurs parents, créant une accumulation générationnelle de savoir qui accélérait l'adaptation aux environnements locaux. L'impact de ces innovations s'étendait bien au-delà des créatures qui les portaient directement. La présence de prédateurs thermorégulés sophistiqués créait une pression sélective intense sur tous les autres membres de leurs écosystèmes. Les herbivores devaient développer des défenses plus efficaces, les prédateurs concurrents devaient trouver de nouvelles niches ou des stratégies alternatives, et même les décomposeurs et les organismes de niveau trophique inférieur ressentaient les effets en cascade de ces innovations au sommet de la chaîne alimentaire. Cette pression sélective généralisée stimulait l'innovation évolutive à tous les niveaux, créant des écosystèmes d'une complexité et d'une dynamique sans précédent. Les communautés biologiques du Permien tardif présentaient des niveaux d'interaction et d'interdépendance qui rivalisaient avec ceux des écosystèmes modernes les plus complexes. La sophistication de ces interactions se reflétait dans la diversité des stratégies écologiques observées. Certaines lignées de synapsides se spécialisaient dans des niches très spécifiques, développant des adaptations morphologiques et comportementales extrêmement pointues. D'autres maintenaient une flexibilité écologique qui leur permettait d'exploiter une gamme de ressources et d'environnements, une stratégie qui s'avérerait cruciale lors des perturbations environnementales majeures. Cette diversification des stratégies écologiques créait une mosaïque de formes de vie d'une richesse extraordinaire. Des spécialistes hautement adaptés coexistaient avec des généralistes flexibles, des prédateurs apex dominaient aux côtés de prédateurs de niche spécialisés, et des herbivores de toute taille et stratégies alimentaires exploitaient chaque source de végétation disponible. L'analyse des assemblages fossiles révèle des structures communautaires d'une complexité remarquable, avec des réseaux trophiques qui incluaient de nombreux niveaux d'organisation. Ces écosystèmes n'étaient pas seulement diversifiés en termes d'espèces, mais aussi en termes de stratégies fonctionnelles, créant une résilience écologique qui permettait aux communautés de résister aux perturbations modérées et de se rétablir rapidement après des événements stressants. Cette résilience allait bientôt être mise à l'épreuve ultime. Car même alors que ces créatures extraordinaires atteignaient des sommets d'adaptation et de sophistication évolutive, les forces qui allaient déclencher la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre commençaient déjà à se rassembler. Le Permien touchait à sa fin, et avec lui l'âge d'or des synapsides thermorégulateurs qui avaient régné sans partage sur la Terre pendant des dizaines de millions d'années. Mais leur héritage ne disparaîtrait pas avec eux. Les innovations qu'ils avaient développées, les voies évolutives qu'ils avaient explorées et les solutions biologiques qu'ils avaient découvertes continueraient à influencer le cours de l'évolution bien après leur disparition. Dans les lignées qui survivraient à la grande extinction du Permien-Trias, les graines de la thermorégulation sophistiquée continueraient à germer, aboutissant finalement à l'émergence des premiers véritables mammifères et, des dizaines de millions d'années plus tard, à notre propre lignée. L'approche de cette extinction catastrophique était annoncée par des signes subtils mais omineux qui se manifestaient dans les écosystèmes du Permien tardif. Les équilibres délicats qui avaient permis l'épanouissement de ces créatures extraordinaires commençaient à vaciller sous la pression de forces géologiques et climatiques d'une ampleur sans précédent. Pourtant, même face à l'imminence du désastre, la vie continuait d'innover, de s'adapter et de révéler des merveilles évolutives qui défient encore notre compréhension. Dans les derniers millions d'années du Permien, les écosystèmes terrestres atteignaient des niveaux de complexité qui ne seraient pas égalés pendant des dizaines de millions d'années après la grande extinction. Cette période, connue sous le nom de Changxingian, témoignait d'une explosion finale de créativité évolutive, comme si la vie elle-même pressentait l'approche de la catastrophe et tentait désespérément d'explorer toutes les possibilités restantes.
Les preuves de cette sophistication écologique finale se trouvent dans les gisements fossiles extraordinaires de Russie, d'Afrique du Sud et de Chine, où les paléontologues ont découvert des assemblages fauniques d'une diversité stupéfiante. Ces sites révèlent des écosystèmes où coexistaient des dizaines d'espèces de synapsides, chacune occupant une niche écologique précisément définie et contribuant à un réseau trophique d'une complexité vertigineuse. Considérez la formation de Vyazniki en Russie, où les restes d'Inostransevia côtoient ceux de multiples autres prédateurs spécialisés. Cette coexistence n'était pas accidentelle, mais témoignait d'une partition sophistiquée des ressources qui permettait à plusieurs superprédateurs de prospérer simultanément dans le même environnement général. Chaque espèce avait développé des spécialisations subtiles qui réduisaient la compétition directe. Certaines privilégiaient la chasse diurne, d'autres étaient adaptées aux activités crépusculaires. Certaines se concentraient sur les proies terrestres, d'autres exploitèrent les ressources aquatiques et semi-aquatiques. Cette spécialisation écologique poussée créait des interactions d'une subtilité remarquable. Les différents prédateurs ne se contentèrent pas de coexister, ils créaient des effets de cascade qui structuraient l'ensemble de leurs écosystèmes. La pression de prédation exercée par Inostransevia sur les grands herbivores blindés libérait des ressources végétales pour les herbivores de taille moyenne qui, à leur tour, subissaient la pression d'autres prédateurs spécialisés, créant un équilibre dynamique d'une élégance biologique extraordinaire. Les herbivores eux-mêmes avaient atteint des niveaux d'adaptation défensive qui dépassaient souvent ceux de leurs homologues modernes. Prenez Deltavjatia, un thériodonte herbivore découvert récemment dans les gisements russes. Cette créature remarquable combinait une armure corporelle sophistiquée avec des adaptations comportementales complexes, créant un système défensif multiniveau qui anticipait de plusieurs millions d'années les stratégies défensives des herbivores mésozoïques. L'armure de Deltavjatia n'était pas simplement une collection de plaques osseuses dispersées, elle formait un système intégré de protection qui couvrait les zones vitales tout en préservant la mobilité nécessaire pour l'alimentation et la reproduction. Les plaques étaient articulées de manière sophistiquée, permettant une flexibilité considérable tout en maintenant une protection efficace contre les attaques des prédateurs à dents de sabre. Mais l'aspect le plus remarquable de ces adaptations défensives était leur intégration avec des comportements sociaux complexes. Les preuves fossiles suggèrent que ces herbivores blindés vivaient en groupes hautement organisés, avec des structures hiérarchiques qui maximisaient la protection collective. Les individus les plus âgés et les mieux armés formaient probablement un périmètre défensif autour des jeunes et des femelles reproductrices, créant une formation sociale qui rappelait les stratégies défensives des troupeaux de mammifères modernes. Cette organisation sociale sophistiquée nécessitait des systèmes de communication élaborés. L'analyse des structures crâniennes fossiles révèle des adaptations qui suggèrent des capacités vocales développées, avec des chambres de résonance qui auraient permis la production de sons complexes sur de longues distances. Ces signaux acoustiques permettaient probablement la coordination des mouvements de groupe, l'alerte en cas de danger et peut-être même la transmission d'informations spécifiques sur le type et la proximité des menaces. Parallèlement à ces développements chez les herbivores, les prédateurs continuaient leur propre course évolutive vers une sophistication toujours plus grande. Des découvertes récentes en Afrique du Sud ont révélé des gorgonopsidés tardifs qui montrèrent des signes d'adaptation sociale remarquables. Rubidgea, l'un des plus grands prédateurs terrestres du Permien, semble avoir développé des stratégies de chasse coopérative qui préfiguraient celles des mammifères carnivores sociaux. Les sites de Rubidgea montrent des assemblages d'individus d'âges différents associés à des accumulations d'os de proie qui suggèrent des chasses coordonnées et un partage social des ressources alimentaires. Cette coopération intraspécifique représentait une innovation comportementale majeure qui multipliant l'efficacité de chasse individuelle et permettait l'exploitation de proies qui auraient été inaccessibles à des prédateurs solitaires. L'anatomie cérébrale de ces prédateurs sociaux montrait des signes d'expansion dans les régions associées au traitement social et à la coordination comportementale. Les endocrines fossiles révèlent des structures neurales sophistiquées qui supportaient probablement des capacités cognitives remarquables pour leur époque, incluant peut-être une forme primitive de planification comportementale et de reconnaissance individuelle. Ces innovations cognitives s'accompagnaient de modifications anatomiques qui optimisaient les interactions sociales. Les structures faciales de ces prédateurs tardifs montraient une diversité d'expressions qui suggéraient des capacités de communication visuelle développées.
Les variations de pigmentation et de texture de la peau, bien qu'impossibles à observer directement dans les fossiles, étaient probablement utilisées pour la signalisation sociale, comme elles le sont chez de nombreux vertébrés modernes. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de cette période finale était l'émergence de formes de vie qui anticipaient directement les innovations qui caractériseraient l'ère mésozoïque. Des créatures comme Archosaurus, bien qu'étant techniquement des synapsides, montraient des convergences évolutives remarquables avec les adaptations qui définiraient plus tard les dinosaures. Ces formes transitionnelles révélaient la flexibilité évolutive extraordinaire de la vie du Permien tardif. Face aux pressions environnementales croissantes, les lignées existantes exploraient des solutions adaptatives qui transcendaient leurs propres contraintes phylogénétiques traditionnelles. Cette exploration évolutive créait un laboratoire naturel d'innovation biologique où des solutions futures étaient testées et raffinées des millions d'années avant leur adoption généralisée. L'environnement dans lequel évoluaient ces créatures subissait lui-même des transformations subtiles mais significatives qui annonçaient les bouleversements à venir. Les analyses géochimiques des sédiments du Permien terminal révèlent des fluctuations dans la composition atmosphérique qui témoignent d'une instabilité climatique croissante. Les niveaux d'oxygène atmosphérique qui avaient été relativement stables pendant des millions d'années commençaient à montrer des variations qui affectaient la physiologie de tous les organismes aérobies. Ces fluctuations forçaient les créatures à développer des adaptations respiratoires plus flexibles, préparant inadvertemment certaines lignées aux conditions extrêmes qui caractériseraient la période post-extinction. Simultanément, l'activité volcanique s'intensifiait dans plusieurs régions du monde. Bien que l'éruption cataclysmique des trappes de Sibérie fût encore à venir, des épisodes volcaniques plus modestes libéraient déjà des quantités significatives de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, initiant les changements climatiques qui culmineraient dans la grande extinction. Ces changements environnementaux gradués créaient des pressions sélectives qui favorisaient les lignées les plus adaptables et les plus résilientes. Les créatures capables de tolérer des variations environnementales importantes, de modifier leur régime alimentaire en réponse aux changements de végétation et de maintenir des populations viables malgré la fragmentation des habitats, bénéficiaient d'avantages évolutifs croissants. Cette sélection pour la résilience explique pourquoi certaines lignées de synapsides, particulièrement les dicynodontes et certains thérocéphales, montraient une diversification accrue pendant cette période critique. Plutôt que de se spécialiser davantage, ces groupes développaient une flexibilité écologique qui leur permettrait de survivre aux perturbations massives qui approchaient. Les dicynodontes, en particulier, représentaient un modèle évolutif de réussite qui anticipait les stratégies de survie qui caractériseraient l'ère post-permienne. Leur système digestif efficace leur permettait d'exploiter une grande variété de ressources végétales, leur donnant une flexibilité alimentaire cruciale dans un monde où les communautés végétales subissaient des changements rapides. De plus, leur physiologie robuste et leur métabolisme efficace leur conféraient une résilience aux stress environnementaux qui s'avérerait vitale pendant les périodes de perturbations écologiques. Les modifications de leur système circulatoire et respiratoire suggèrent une capacité d'adaptation aux conditions de faible oxygène qui caractériseraient l'extinction permienne. Même leurs adaptations comportementales semblaient préadaptées aux défis futurs. Les preuves de grégarisme et de coopération sociale chez les dicynodontes tardifs indiquent des stratégies de survie collective qui maximiseraient leurs chances pendant les périodes de ressources limitées et d'instabilité environnementale. Ces innovations adaptatives ne se limitaient pas aux synapsides. Les premiers archosaures, bien qu'encore modestes en taille et en diversité, commençaient à montrer les adaptations qui leur permettraient de dominer l'ère mésozoïque. Leur système respiratoire plus efficace, leurs adaptations locomotrices améliorées et leur flexibilité écologique les positionnaient comme des survivants potentiels dans un monde post-extinction. L'interaction entre ces différentes lignées créait des dynamiques écologiques d'une complexité extraordinaire. Les derniers écosystèmes du Permien n'étaient pas simplement des collections d'espèces coexistantes, mais des systèmes intégrés où chaque élément influençait et était influencé par tous les autres, créant des propriétés émergentes qui dépassaient la somme de leurs parties individuelles. Cette intégration écologique sophistiquée explique pourquoi l'extinction permienne fut si catastrophique. Quand les perturbations environnementales dépassèrent les capacités d'adaptation de ces systèmes complexes, l'effondrement fut rapide et complet. Les réseaux trophiques soigneusement construits s'écroulèrent en cascade, emportant avec eux des millions d'années d'innovation évolutive et de sophistication écologique. Pourtant, même dans cette destruction,
les graines de la Renaissance étaient déjà présentes. Les adaptations développées dans les derniers écosystèmes du Permien, les innovations physiologiques et comportementales forgées dans la crucible de la pression évolutive, survivraient dans les lignées chanceuses qui traverseraient la barrière de l'extinction. Ces héritages évolutifs formeraient les fondations sur lesquelles la vie reconstruirait la diversité et la complexité dans l'ère triasique qui suivrait. Et puis, il y a 252 millions d'années, l'impensable se produisit. La Terre elle-même sembla prendre feu, et avec elle disparut un monde qui avait mis des centaines de millions d'années à se construire. L'extinction Permien-Trias, connue sous le nom sinistre de Grande Mort, ne fut pas simplement un événement catastrophique de plus dans l'histoire de la planète. Ce fut l'apocalypse biologique ultime, une destruction si complète et si impitoyable qu'elle faillit effacer à jamais l'expérience complexe de la vie multicellulaire sur Terre. L'ampleur de cette catastrophe défie l'imagination. 96% de toutes les espèces marines disparurent, 70% des vertébrés terrestres s'éteignirent, des écosystèmes entiers, forgés par des millions d'années d'évolution coopérative, furent anéantis en l'espace de quelques milliers d'années seulement. Les créatures magnifiques que nous avons suivies dans leur ascension vers la domination, ces innovations évolutives extraordinaires qui avaient défini l'âge d'or des synapsides, furent balayées comme des feuilles dans un ouragan cosmique. La cause de cette dévastation était d'une simplicité terrifiante dans son principe, mais d'une complexité sidérante dans ses manifestations. Dans ce qui constitue aujourd'hui la Sibérie, la croûte terrestre se fendit sur une échelle pratiquement inconcevable. Des fissures s'ouvrirent sur des milliers de kilomètres, libérant des quantités de lave qui dépassent tout ce que nous pouvons observer dans le monde moderne. Ce ne furent pas des éruptions volcaniques ordinaires, mais plutôt l'éventration de la planète elle-même, un saignement géologique qui dura près d'1 million d'années. Les trappes de Sibérie, comme les géologues appellent aujourd'hui ces coulées de lave fossilisées, couvrirent une superficie équivalente à l'Europe occidentale. Imaginez la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne entièrement recouvertes d'un océan de lave en fusion, et vous commencerez à saisir l'ampleur de cette catastrophe. Mais la lave elle-même n'était que le commencement du cauchemar. Avec chaque éruption, d'énormes quantités de gaz toxiques s'échappaient dans l'atmosphère. Dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, fluorure d'hydrogène et une myriade d'autres composés empoisonnaient l'air que respiraient les créatures du Permien tardif. Le ciel lui-même devint un ennemi saturé de particules et de gaz qui transformaient chaque respiration en une agonie lente. L'effet sur le climat fut catastrophique et immédiat. Les températures moyennes globales augmentèrent de 10 à 15 degrés Celsius en l'espace de quelques millénaires, transformant même les régions polaires en fournaises inhabitables. Les calottes glaciaires fondirent complètement, libérant des quantités massives d'eau douce dans les océans et perturbant les courants marins qui régulaient le climat planétaire. Cette augmentation de température ne fut que le début d'une cascade de catastrophes interconnectées qui allaient détruire les fondements mêmes de la vie sur Terre. L'atmosphère surchauffée perdait sa capacité à retenir l'oxygène dissous, créant des zones mortes océaniques d'une étendue inimaginable. Les océans eux-mêmes devinrent acides, leurs eaux se chargeant d'acide carbonique produit par la dissolution massive du CO2 volcanique. Dans ces conditions infernales, les créatures qui avaient dominé leur monde pendant des dizaines de millions d'années se trouvaient soudain sans défense. La thermorégulation sophistiquée du dimétrodon, si efficace dans les fluctuations climatiques normales, devenait inutile face à des températures qui dépassaient les limites physiologiques de toute vie complexe. Sa voile magnifique, cette chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive, ne pouvait plus dissiper une chaleur qui venait de partout à la fois. Inos transevia, ce super prédateur aux dents de sabre qui avait régné sans partage sur les plaines du Permien, se retrouvait face à un ennemi qu'aucune arme biologique ne pouvait combattre. Ses proies mouraient d'asphyxie et d'empoisonnement chimique avant même qu'ils ne puissent les chasser. Les écosystèmes soigneusement équilibrés qui avaient soutenu sa existence s'effondraient autour de lui, le laissant isolé dans un monde devenu alien. Les herbivores blindés comme Scutosaurus découvraient que leurs armures sophistiquées étaient parfaitement inutiles contre un ennemi gazeux. L'air lui-même était devenu toxique et aucune protection physique ne pouvait filtrer les poisons chimiques qui saturaient l'atmosphère. Leur système digestif, si efficace pour traiter la végétation primitive, ne pouvait rien contre les plantes qui mouraient en
empoisonnés dans leurs racines par les pluies acides qui lessivaient les sols. La végétation elle-même subissait une agonie collective. Les forêts de conifères primitifs, ces cathédrales vertes qui avaient fourni l'oxygène permettant l'existence d'une vie complexe, s'asphyxiaient dans un air devenu irrespirable. Les pluies acides décapaient leurs aiguilles, les gaz toxiques obstruaient leurs stomates et la chaleur excessive faisait bouillir la sève dans leurs troncs jusqu'à ce qu'ils explosent littéralement. Les cours d'eau, ces artères vitales qui avaient nourri les écosystèmes pendant des millions d'années, devinrent des rivières de poison. Saturés d'acide et de métaux lourds lessivés des sols volcanisés, ils transformaient chaque gorgée d'eau en une sentence de mort. Les amphibiens, déjà fragilisés par leur dépendance à l'eau, furent parmi les premiers à disparaître, leur peau perméable les rendant particulièrement vulnérables aux toxines environnementales. Dans les océans, la catastrophe prenait une dimension encore plus terrifiante. L'acidification massive dissolvait les coquilles et les carapaces de calcaire, anéantissant des groupes entiers d'invertébrés marins qui avaient prospéré pendant des centaines de millions d'années. Les récifs coralliens, ces oasis de biodiversité marine, se dissolvaient littéralement dans l'eau de mer devenue corrosive. La désoxygénation océanique créait des zones mortes qui s'étendaient des profondeurs abysses jusqu'aux eaux de surface. Les poissons, privés de l'oxygène nécessaire à leur survie, mouraient par milliards, leur corps flottant créant des tapis de décomposition qui empoisonnaient davantage les eaux. Les bactéries anaérobies proliféraient dans ces conditions, produisant du sulfure d'hydrogène qui transformait les océans en vastes cuves de poison. Mais peut-être l'aspect le plus terrifiant de cette extinction était sa rapidité géologique. En l'espace de 60 000 ans seulement, une fraction infinitésimale du temps géologique, des écosystèmes qui avaient pris des dizaines de millions d'années à se développer furent complètement anéantis. C'était comme si un film de l'évolution avait été soudainement accéléré jusqu'à atteindre une vitesse folle, montrant en quelques secondes la destruction de tout ce qui avait été construit si laborieusement. Les preuves de cette rapidité se trouvent dans les couches géologiques de cette époque, où les paléontologues observent une disparition soudaine et dramatique de la diversité fossile. Là où les roches du Permien tardif regorgent de traces de vie complexes et variées, celles du Trias précoce montrent une pauvreté biologique qui témoigne de l'ampleur de la catastrophe. C'est comme si la vie elle-même avait retenu son souffle, paralysée par l'horreur de ce qu'elle venait de subir. Dans ce contexte apocalyptique, seules les créatures les plus petites, les plus simples et les plus adaptables avaient une chance de survie. Les grandes innovations évolutives qui avaient fait la splendeur du Permien tardif devenaient des handicaps dans un monde où la survie dépendait de la capacité à se contenter de presque rien et à endurer l'inendurable. Quelques lignées de dicynodontes, ces herbivores au bec qui avaient développé une remarquable flexibilité écologique, parvinrent à traverser la barrière de l'extinction. Leur capacité à digérer une grande variété de matières végétales, même les plus pauvres et les plus toxiques, leur donna un avantage crucial quand la végétation normale disparut. Leur système physiologique robuste, forgé par des millions d'années d'adaptation aux environnements difficiles, leur permirent de tolérer des niveaux de toxicité et de stress environnemental qui tuaient leurs contemporains plus spécialisés. Certains thérocéphales de petite taille, précurseurs des futurs mammifères, survécurent également grâce à leur métabolisme efficace et leur capacité à entrer en état de léthargie prolongée. Ces créatures, à peine plus grandes qu'une souris moderne, portaient en eux les graines de la révolution mammifère qui transformerait le monde mésozoïque. Plus surprenant encore, quelques archosaures primitifs, ancêtres des futurs crocodiles et dinosaures, trouvèrent dans cette catastrophe une opportunité inattendue. Leur physiologie robuste et leur capacité à exploiter des niches écologiques marginales leur permirent de survivre là où des groupes plus dominants échouaient. Ces survivants discrets allaient hériter d'un monde vidé de ses anciens maîtres et libres pour de nouvelles expérimentations évolutives. La géographie de la survie révèle des patterns fascinants qui témoignent de la complexité de cette catastrophe. Certaines régions du monde, particulièrement l'Antarctique et certaines parties de l'Afrique australe, semblent avoir offert des refuges relatifs où la vie put persister dans des conditions légèrement moins extrêmes. Ces oasis de survie devinrent les berceaux de la Renaissance post-permienne, les points de départ d'une nouvelle diversification qui allait repeupler lentement la planète dévastée. L'analyse isotopique des roches de cette époque révèle les signatures chimiques de cet apocalypse.
Les ratios de carbone témoignent de l'effondrement de la productivité biologique. Les concentrations de métaux lourds documentent l'ampleur de l'empoisonnement environnemental et les compositions d'oxygène tracent l'histoire de l'asphyxie planétaire. Ces signatures chimiques persistent aujourd'hui, 250 millions d'années plus tard, comme des cicatrices géologiques qui portent témoignage de la plus grande tragédie biologique de tous les temps. Pourtant, même dans cette destruction absolue, les graines de la Renaissance étaient déjà présentes. La vie, cette force extraordinaire qui avait survécu à des milliards d'années d'évolution cosmique, ne se laisserait pas vaincre même par une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Dans les refuges les plus improbables, dans les coins les plus reculés de la planète dévastée, de petites communautés de survivants s'accrochaient à l'existence avec une ténacité qui définirait le caractère de toute l'évolution future. Ces survivants n'étaient pas les géants magnifiques qui avaient dominé le Permien, c'étaient les humbles, les flexibles, les résilients, mais ils portaient en eux l'héritage génétique et évolutif de leurs prédécesseurs glorieux, et dans ce patrimoine se trouvaient toutes les informations nécessaires pour reconstruire la complexité et la beauté que le monde avait perdues. La Grande Mort était terminée, mais son histoire était loin d'être finie, car de ses cendres allait naître un nouveau chapitre de l'évolution terrestre, un chapitre qui verrait l'émergence des dinosaures, des mammifères et finalement de nous-mêmes. L'extinction Permien-Trias ne fut pas la fin de l'histoire, mais plutôt sa transformation la plus dramatique. Le moment où la vie découvrit que même les catastrophes les plus absolues pouvaient devenir les points de départ de nouvelles et extraordinaires aventures évolutives. Dans le silence terrifiant qui suivit la Grande Mort, la Terre ressemblait à un patient en convalescence après une maladie presque mortelle. Les paysages désolés s'étendaient à perte de vue, ponctués seulement par les squelettes blanchis des forêts mortes et les cicatrices géologiques laissées par les coulées de lave refroidies. Pourtant, dans cette désolation apparente, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. La vie, avec cette obstination remarquable qui la caractérise depuis ses origines, entreprit lentement de reconquérir un monde qui avait failli la voir disparaître à jamais. Les premiers millions d'années du Trias furent une période d'expérimentation biologique intense, mais d'une nature radicalement différente de l'innovation luxuriante du Permien tardif. Là où l'évolution permienne avait été caractérisée par l'élaboration et la spécialisation poussée, l'évolution post-extinction privilégiait la simplicité, la robustesse et surtout l'adaptabilité. Les créatures qui repeuplèrent la Terre étaient les descendants de survivants qui avaient appris la valeur de la flexibilité dans un monde imprévisible. Parmi ces pionniers de la Renaissance, les dicynodontes occupaient une place particulièrement remarquable. Ces herbivores au bec, héritiers d'une lignée qui avait survécu grâce à sa remarquable adaptabilité écologique, proliférèrent rapidement dans les nouveaux écosystèmes du Trias précoce. Mais ils n'étaient plus les créatures diverses et spécialisées de leur apogée permien. L'extinction avait agi comme un filtre évolutif brutal, ne préservant que les formes les plus généralistes et les plus résilientes. L'Istrosaurus devient le symbole de cette renaissance post-apocalyptique. Cette créature de taille modeste, guère plus imposante qu'un cochon moderne, domina littéralement les écosystèmes terrestres du Trias inférieur avec une abondance qui défie l'imagination. Dans certaines régions, les fossiles de l'Istrosaurus constituent jusqu'à 95% de tous les restes de vertébrés découverts, témoignant d'une domination écologique qui n'avait pas d'équivalent dans l'histoire de la vie terrestre. Cette domination n'était pas accidentelle. L'Istrosaurus incarnait parfaitement les qualités nécessaires à la survie dans le monde post-extinction. Son système digestif remarquablement efficace lui permettait de tirer parti de végétation de qualité médiocre, une capacité cruciale dans un monde où les plantes luttaient encore pour se rétablir après la catastrophe environnementale. Sa physiologie robuste tolérait les fluctuations environnementales extrêmes qui caractérisaient encore le climat instable du Trias précoce. Plus remarquable encore, l'Istrosaurus semble avoir développé des stratégies comportementales qui maximisaient ses chances de survie dans un environnement imprévisible. Les preuves fossiles suggèrent que ces créatures vivaient en grands groupes, probablement migrateurs, se déplaçant selon les saisons pour exploiter les ressources végétales temporaires qui apparaissaient dans différentes régions. Cette mobilité sociale leur permettait de survivre aux sécheresses locales, aux éruptions volcaniques secondaires et aux autres perturbations qui continuaient à affliger la planète en convalescence. Pendant que l'Istrosaurus dominait les niches herbivores, de nouveaux prédateurs commençaient à apparaître pour exploiter cette abondance de proies. Mais ces nouveaux carnivores n'étaient plus les géants spécialisés du Permien. C'étaient des créatures plus modestes,
plus opportunistes, qui privilégiaient l'efficacité énergétique et la flexibilité comportementale par rapport à la puissance brute. Parmi eux, les premiers archosaures commençaient à montrer leur potentiel évolutif. Des créatures comme Proterosuchus, bien que superficiellement semblables à des crocodiles modernes, portaient en eux les innovations anatomiques qui définiraient plus tard le succès extraordinaire des archosaures. Leur système respiratoire amélioré leur donnait un avantage métabolique sur leurs concurrents, leur permettant de maintenir une activité soutenue même dans l'atmosphère encore appauvrie en oxygène du Trias précoce. Ces premiers archosaures ne se contentaient pas de remplacer les anciens prédateurs. Ils explorent de nouvelles voies évolutives que leurs prédécesseurs n'avaient jamais envisagées. Leur anatomie révélait une flexibilité locomotrice remarquable, avec des adaptations qui leur permettaient d'être également efficaces sur Terre et dans l'eau. Cette polyvalence écologique était exactement le type d'avantage qui prospérait dans le monde fragmenté et imprévisible du Trias précoce. Simultanément, dans des niches plus discrètes, les ancêtres des futurs mammifères poursuivaient leur propre chemin évolutif. Les cynodontes, ces synapsides de petite taille qui avaient survécu à l'extinction, commençaient à développer les innovations physiologiques qui caractériseraient plus tard les mammifères. Leur métabolisme s'améliorait, leur système de thermorégulation se sophistiquait et leur capacité sensorielle s'affinait. Ces développements n'étaient pas accidentels. Dans un monde où les ressources étaient rares et dispersées, l'efficacité métabolique devenait un avantage de survie crucial. Les cynodontes qui pouvaient maintenir leur température corporelle avec un minimum d'énergie, qui pouvaient détecter les sources de nourriture à distance grâce à des sens aiguisés et qui pouvaient exploiter des créneaux écologiques temporaires grâce à leur mobilité, bénéficiaient d'avantages compétitifs significatifs. L'évolution de leur dentition révèle particulièrement bien cette adaptation aux nouvelles réalités écologiques. Contrairement aux dents spécialisées de leurs ancêtres permiens, souvent adaptés à des régimes alimentaires très spécifiques, les cynodontes du Trias développaient des dentitions plus polyvalentes. Leurs dents pouvaient traiter aussi bien la matière végétale que la chair, leur donnant une flexibilité alimentaire cruciale dans un monde où les sources de nourriture fiables étaient rares. Cette flexibilité alimentaire s'accompagnait de modifications comportementales remarquables. Les preuves suggèrent que certains cynodontes du Trias avaient développé des capacités d'apprentissage améliorées, leur permettant d'adapter rapidement leur comportement aux conditions locales changeantes. Cette intelligence comportementale représentait un avantage évolutif majeur dans un environnement où les stratégies rigides menaient souvent à l'extinction. Pendant ce temps, les écosystèmes aquatiques suivaient leur propre trajectoire de récupération. Les océans, encore marqués par l'acidification et la désoxygénation de l'extinction permienne, abritaient des communautés marines radicalement simplifiées. Mais même dans cette simplicité, de nouvelles innovations évolutives commençaient à apparaître. Les premiers reptiles marins du Trias, comme les notosaures et les placodontes, exploitaient les niches écologiques laissées vacantes par l'extinction des groupes marins permiens. Ces créatures représentaient les premiers pas d'une radiation évolutive qui aboutirait plus tard aux ichthyosaures, plésiosaures et autres reptiles marins géants du Mésozoïque. L'innovation la plus remarquable de ces premiers reptiles marins était leur capacité d'adaptation rapide aux environnements aquatiques. En l'espace de quelques millions d'années seulement, des lignées essentiellement terrestres développaient des modifications anatomiques sophistiquées pour la vie aquatique, membres transformés en palettes natatoires, corps hydrodynamiques et adaptations physiologiques pour la plongée prolongée. Cette rapidité d'adaptation témoignait de la flexibilité évolutive extraordinaire qui caractérisait l'époque post-extinction. Dans un monde où les niches écologiques traditionnelles avaient été détruites, les lignées survivantes exploraient agressivement toutes les opportunités disponibles, menant à des radiations évolutives d'une rapidité remarquable. La végétation elle-même participait à cette renaissance évolutive. Les forêts du Trias précoce étaient dominées par des conifères et des fougères particulièrement résistantes aux conditions environnementales difficiles. Mais ces communautés végétales n'étaient pas de simples reconstitutions des écosystèmes perméens. Elles représentaient de nouvelles associations d'espèces, forgées par les pressions sélectives uniques de l'ère post-extinction. Ces nouvelles forêts montraient une résilience remarquable aux perturbations environnementales. Leur composition en espèces était plus simple que celle du Permien, mais cette simplicité était compensée par une robustesse écologique qui leur permettait de récupérer rapidement après les événements stressants qui continuaient à affecter la planète. L'évolution des sols eux-mêmes raconte une histoire fascinante de récupération écologique. Les sols du Trias précoce,
initialement stérilisés par l'activité volcanique et l'acidification, développaient lentement de nouvelles communautés microbiennes qui restauraient leur fertilité. Cette récupération pédologique était essentielle pour soutenir la renaissance de la végétation terrestre. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de cette période de récupération était la façon dont elle préparait le terrain pour les innovations évolutives spectaculaires qui caractériseraient le reste du Mésozoïque. Les lignées qui survivaient et prospéraient dans le monde post-extinction développaient les fondations anatomiques, physiologiques et comportementales qui rendraient possibles les radiations évolutives extraordinaires du Jurassique et du Crétacé. Les archosaures, par exemple, perfectionnaient les innovations respiratoires et locomotrices qui leur permettraient plus tard de donner naissance aux dinosaures, ces créatures qui domineraient la planète pendant plus de 160 millions d'années. Leurs expérimentations avec différentes stratégies écologiques dans le monde simplifié du Trias précoce jetaient les bases de la diversité stupéfiante qu'ils atteindraient plus tard. De même, les cynodontes développaient les innovations métaboliques et comportementales qui culmineraient finalement avec l'émergence des premiers véritables mammifères. Leur adaptation au monde post-extinction les poussait vers des niveaux de sophistication physiologique et comportementale qui préfiguraient les capacités remarquables des mammifères futurs. Cette période de récupération révélait une vérité profonde sur la nature de l'évolution et de la résilience biologique. Les catastrophes, même les plus destructrices, ne marquent pas la fin de l'innovation évolutive, mais plutôt sa redirection vers de nouvelles voies d'exploration. L'extinction Permien-Trias, malgré sa terrible dévastation, avait créé des opportunités évolutives qui n'auraient jamais existé dans la continuité des écosystèmes permiens. Dans ce sens, la Grande Mort peut être vue non seulement comme une tragédie biologique, mais aussi comme un catalyseur évolutif d'une puissance extraordinaire. Elle avait détruit un monde, certes, mais ce faisant, elle avait aussi libéré le potentiel pour l'émergence d'un nouveau monde, peut-être encore plus remarquable que celui qui avait disparu. Dans cette renaissance post-apocalyptique, une vérité fondamentale commençait à émerger avec une clarté saisissante. L'extinction Permien-Trias n'avait pas simplement détruit l'ancien monde, elle avait aussi révélé les limites inhérentes des innovations évolutives qui avaient défini l'âge d'or des synapsides. Les créatures magnifiques que nous avons suivies dans leur ascension vers la domination, ces merveilles de l'ingénierie biologique comme le Dimétrodon et Inostrancevia, avaient atteint des sommets d'adaptation qui paradoxalement les avaient aussi rendus vulnérables à des perturbations systémiques majeures. La thermorégulation sophistiquée du Dimétrodon, cette innovation révolutionnaire qui lui avait permis de dominer les écosystèmes du Permien pendant des dizaines de millions d'années, illustrait parfaitement ce paradoxe évolutif. Sa voile dorsale représentait un système de contrôle thermique d'une élégance biomécanique remarquable, mais elle était aussi le produit d'une spécialisation poussée qui fonctionnait parfaitement dans des conditions environnementales stables et prévisibles. Quand les conditions changèrent dramatiquement pendant l'extinction, cette spécialisation devint un handicap. La voile, si efficace pour réguler la température dans les fluctuations normales du climat permien, ne pouvait rien contre l'augmentation massive et soutenue des températures globales causées par les éruptions volcaniques sibériennes. Pire encore, sa grande surface exposée la rendait particulièrement vulnérable aux gaz toxiques et aux pluies acides qui saturaient l'atmosphère post-éruption. Cette leçon évolutive ne fut pas perdue. Les lignées qui émergèrent dans le monde post-extinction privilégiaient systématiquement la robustesse et l'adaptabilité par rapport à la spécialisation extrême. Les premiers archosaures du Trias, ancêtres des futurs dinosaures, développèrent des systèmes thermorégulateurs plus simples mais plus flexibles que leurs prédécesseurs synapsides. Plutôt que de dépendre d'appendices externes complexes comme les voiles dorsales, ils commençaient à explorer des solutions physiologiques internes plus robustes. Leur système circulatoire montrait des signes d'amélioration de l'efficacité thermique. Leur métabolisme s'optimisait pour maintenir des températures corporelles stables avec moins de dépendance aux conditions externes et leur comportement révélait une flexibilité thermique qui leur permettait d'exploiter une gamme beaucoup plus large d'environnements. Cette évolution vers la robustesse physiologique était particulièrement évidente dans le développement des systèmes respiratoires. Les archosaures du Trias développaient des innovations pulmonaires qui préfiguraient le système respiratoire extraordinairement efficace des dinosaures futurs. Contrairement au système respiratoire relativement simple des synapsides, qui fonctionnaient adéquatement dans l'atmosphère riche en oxygène du Permien, les archosaures évoluaient vers des systèmes à flux unidirectionnels qui maximisaient l'extraction d'oxygène même dans des conditions atmosphériques défavorables.
Cette innovation respiratoire leur donnait un avantage métabolique considérable dans le monde post-extinction, où les niveaux d'oxygène atmosphérique restaient inférieurs aux standards permiens. Ils pouvaient maintenir des niveaux d'activité élevés même quand leurs concurrents suffoquaient, leur donnant accès à des niches écologiques et à des stratégies de survie inaccessibles aux autres lignées. Pendant ce temps, les cynodontes survivants poursuivaient leur propre voie d'innovation, développant des solutions différentes, mais tout aussi efficaces aux défis du monde post-extinction. Plutôt que de miser sur la taille et la puissance comme leurs ancêtres synapsides, ils privilégiaient l'efficacité métabolique et la sophistication comportementale. L'évolution de leur système nerveux était particulièrement remarquable. Les cynodontes du Trias montraient des signes d'expansion cérébrale qui suggéraient des capacités cognitives améliorées. Cette intelligence accrue leur permettait d'adapter rapidement leur comportement aux conditions changeantes, d'apprendre de nouvelles stratégies de survie et de transmettre ces connaissances à leur descendance. Cette capacité d'apprentissage et d'adaptation comportementale représentait une approche radicalement différente de la spécialisation anatomique extrême qui avait caractérisé l'évolution permienne. Plutôt que de développer des adaptations physiques rigides pour des environnements spécifiques, les cynodontes développaient des cerveaux flexibles, capables de créer des solutions comportementales à une variété de défis environnementaux. L'évolution de leurs sens révélait aussi cette philosophie adaptative. Leurs systèmes olfactifs devenaient remarquablement sophistiqués, leur permettant de détecter des sources de nourriture, des prédateurs et des partenaires reproducteurs à des distances considérables. Cette capacité sensorielle améliorée était particulièrement précieuse dans un monde où les ressources étaient dispersées et imprévisibles. Leurs systèmes auditifs montraient des innovations similaires. Les premiers signes de développement de l'oreille moyenne complexe des mammifères apparaissaient chez certaines lignées de cynodontes tardifs, leur donnant une acuité auditive qui dépassait celle de leurs contemporains. Cette sensibilité auditive accrue leur permettait de détecter les prédateurs approchants, de localiser les proies dans l'obscurité et de communiquer efficacement avec les membres de leur espèce. Ces innovations sensorielles s'accompagnaient de modifications comportementales qui maximisaient leur valeur adaptative. Les cynodontes développaient des patterns d'activité plus complexes, avec des périodes d'activité optimisées pour exploiter les créneaux temporels où leurs avantages sensoriels étaient les plus précieux. Beaucoup devenaient crépusculaires ou nocturnes, évitant la compétition directe avec les archosaures diurnes plus puissants. Cette partition temporelle des niches écologiques représentait une solution élégante au problème de la coexistence dans un monde aux ressources limitées. En exploitant différents créneaux temporels, les diverses lignées post-extinction pouvaient minimiser la compétition directe tout en maximisant l'utilisation des ressources disponibles. L'évolution des stratégies reproductives révélait aussi cette adaptation à un monde imprévisible. Les lignées post-extinction privilégiaient généralement des stratégies reproductives plus flexibles que leurs prédécesseurs permiens. Plutôt que de dépendre de conditions environnementales spécifiques pour la reproduction, elles développaient des cycles reproductifs qui pouvaient s'adapter aux variations environnementales. Certains cynodontes commençaient à montrer des signes de soins parentaux prolongés, une innovation qui permettait de transmettre des connaissances comportementales complexes à la génération suivante. Cette transmission culturelle de l'information adaptative représentait un avantage évolutif majeur dans un environnement où les conditions locales pouvaient changer rapidement et où l'expérience accumulée pouvait faire la différence entre la survie et l'extinction. Les archosaures développaient leurs propres innovations reproductives, leurs œufs montraient des améliorations structurelles qui augmentaient les chances de survie embryonnaire dans des conditions environnementales difficiles, les coquilles devenaient plus résistantes aux variations de température et d'humidité et les systèmes de développement embryonnaire s'optimisaient pour fonctionner efficacement même dans des conditions sous-optimales. Ces innovations reproductives avaient des implications profondes pour la dynamique des populations. Les lignées capables de maintenir des taux de reproduction élevés, même dans des conditions difficiles, bénéficiaient d'avantages compétitifs significatifs, leur permettant de coloniser rapidement les nouveaux habitats qui s'ouvraient pendant la récupération écologique. L'étude des assemblages fossiles du Trias moyen révèle les résultats de ces différentes stratégies évolutives. Les archosaures commençaient à diversifier rapidement, explorant une variété de niches écologiques
physiologique avec une créativité évolutive qui rappelait les grandes radiations du Cambrien. Certaines lignées développaient des adaptations pour la vie aquatique, d'autres se spécialisaient dans différents régimes alimentaires et quelques-unes commençaient même à expérimenter avec le vol. Cette diversification des archosaures contrastait avec l'évolution plus conservatrice mais non moins remarquable des cynodontes. Plutôt que de diversifier rapidement vers de multiples niches, ils se concentraient sur le perfectionnement de leurs innovations physiologiques et comportementales fondamentales. Cette approche plus focalisée leur permettait d'atteindre des niveaux de sophistication dans leur domaine de spécialisation qui dépassaient souvent ceux de leurs concurrents plus diversifiés. L'interaction entre ces différentes lignées créait des dynamiques écologiques d'une complexité croissante. Les écosystèmes du Trias moyen n'étaient plus les communautés simplifiées du Trias précoce, mais des systèmes intégrés où différentes stratégies évolutives coexistaient et s'influençaient mutuellement. Cette complexification écologique progressive préparait le terrain pour les radiations évolutives spectaculaires qui caractériseraient le reste du Mésozoïque. Les fondations anatomiques, physiologiques et comportementales développées dans le creuset du Trias post-extinction créaient les conditions nécessaires pour l'émergence des dinosaures géants, des premiers mammifères véritables et des écosystèmes d'une richesse qui égalerait et dépasserait même celle du Permien tardif. Mais peut-être l'héritage le plus important de cette période était la démonstration de la capacité extraordinaire de la vie à se réinventer face à l'adversité. L'extinction Permien-Trias avait détruit des lignées qui avaient dominé la planète pendant des dizaines de millions d'années, mais elle avait aussi libéré le potentiel évolutif pour l'émergence de formes de vie encore plus remarquables. Les innovations développées dans le monde post-extinction dépassaient souvent en sophistication celles de leurs prédécesseurs permiens. La thermorégulation interne des archosaures était potentiellement plus efficace et certainement plus robuste que les systèmes externes des synapsides. L'intelligence comportementale des cynodontes offrait une flexibilité adaptative qui surpassait la spécialisation anatomique rigide des anciens superprédateurs. Cette évolution post-extinction révélait une vérité profonde sur la nature du progrès évolutif. Les catastrophes, même les plus destructrices, ne représentent pas nécessairement des reculs dans la complexité ou la sophistication biologique. Elles peuvent aussi être des catalyseurs qui poussent l'évolution vers de nouvelles voies d'innovation qui n'auraient jamais été explorées dans la continuité des systèmes existants. Cette vérité sur la nature transformatrice des catastrophes évolutives nous amène à une réflexion plus profonde sur l'héritage extraordinaire de ces créatures qui dominaient la Terre bien avant l'émergence des dinosaures. Aujourd'hui, alors que nous marchons sur un monde façonné par des millions d'années d'évolution subséquente, les traces de ces anciens maîtres persistent dans les moindres détails de la vie moderne, tissés si intimement dans le tissu de l'existence contemporaine que nous les reconnaissons à peine. L'influence la plus fondamentale de ces anciens synapsides se trouve, paradoxalement, dans nos propres corps. Chaque mammifère vivant aujourd'hui, de la plus petite musaraigne à la plus grande baleine, porte dans sa structure anatomique les innovations évolutives développées il y a près de 300 millions d'années par des créatures comme les cynodontes du Permien tardif. La façon dont nos cœurs pompent le sang, dont nos poumons extraient l'oxygène de l'air, dont nos cerveaux traitent l'information sensorielle, tous ces systèmes vitaux trouvent leurs racines dans les expérimentations biologiques de cette époque révolue. Prenez votre propre respiration en ce moment même. L'air qui remplit vos poumons suit un chemin anatomique qui fut d'abord tracé par des cynodontes primitifs luttant pour survivre dans l'atmosphère appauvrie du monde post-extinction. La structure de votre cage thoracique, l'arrangement de vos muscles respiratoires, même la position de votre diaphragme, tout cela représente l'aboutissement de innovations physiologiques qui commencèrent leur développement quand la Terre était encore un monde alien, dominé par des créatures aux dents de sabre et aux voiles dorsales. Votre système de thermorégulation raconte une histoire encore plus fascinante. Alors que le dimétrodon dépendait de sa voile externe pour contrôler sa température corporelle, vos ancêtres cynodontes développaient des solutions internes plus sophistiquées et plus robustes. Les mécanismes qui maintiennent votre température corporelle à 37 degrés Celsius, qui vous permettent de rester actif par temps froid et de vous rafraîchir par temps chaud, sont les descendants directs des innovations thermorégulatrices qui émergèrent dans le creuset évolutif du Trias précoce. Cette continuité évolutive s'étend bien au-delà de la simple physiologie.
vos capacités sensorielles portent également l'empreinte de cette ancienne lignée. L'acuité de votre ouïe, la complexité de votre odorat, la précision de votre vision, tous ces sens qui vous connectent au monde environnant furent affinés par des millions d'années d'évolution qui commencèrent avec les cynodontes primitifs, apprenant à naviguer dans un monde post-apocalyptique où la survie dépendait de la capacité à détecter les moindres signaux environnementaux. Votre cerveau lui-même, cet organe extraordinaire qui vous permet de comprendre ces mots et de réfléchir sur votre propre héritage évolutif, trouve ses origines dans les innovations neurologiques développées par ces anciens survivants. La capacité de traiter des informations complexes, d'apprendre de l'expérience, d'adapter le comportement aux conditions changeantes, toutes ces fonctions cognitives qui définissent l'expérience consciente moderne émergèrent d'abord chez des créatures luttant pour reconstruire un monde dévasté par la plus grande extinction de masse de l'histoire. Mais l'héritage de ces créatures s'étend bien au-delà du domaine biologique. Leur influence se retrouve dans les moindres détails de notre environnement physique. Les combustibles fossiles qui alimentent notre civilisation industrielle, le charbon qui permit la révolution industrielle, le pétrole qui propulse nos véhicules, tous ces trésors énergétiques sont littéralement les restes fossilisés des écosystèmes luxuriants du Carbonifère et du Permien, les forêts et les marécages qui fournirent l'environnement où évoluèrent le Dimétrodon et ses contemporains. Chaque fois que vous allumez une lumière, chaque fois que vous démarrez un moteur, vous libérez l'énergie solaire qui fut captée il y a 300 millions d'années par des plantes primitives poussant dans l'ombre de prédateurs au voile dorsal. Cette énergie ancienne, stockée pendant des éons dans les profondeurs de la Terre, alimente maintenant une civilisation technologique qui aurait été incompréhensible aux créatures qui présidèrent à sa création. La géographie même de notre planète porte les cicatrices et les signatures de cette époque ancienne. Les chaînes de montagnes qui dessinent nos paysages, les bassins sédimentaires qui recèlent nos ressources minérales, les structures géologiques qui canalisent nos rivières et définissent nos côtes, tous ces éléments du monde physique furent façonnés en partie par les forces tectoniques et climatiques qui caractérisèrent l'ère des synapsides. Les Appalaches, l'Oural, certaines parties des Andes, tous ces systèmes montagneux portent encore les traces des collisions continentales qui accompagnèrent la formation de la Pangée, ce supercontinent qui servit de scène aux drames évolutifs du Permien. Quand vous contemplez ces anciens massifs érodés, vous regardez littéralement les vestiges du monde qui vit naître et prospérer les premiers grands prédateurs terrestres. L'influence de cette époque se retrouve même dans les patterns climatiques modernes. Les courants océaniques qui régulent le climat global, les systèmes météorologiques qui apportent la pluie et le beau temps, les cycles saisonniers qui rythment la vie moderne, tous ces phénomènes portent encore l'empreinte des configurations continentales et océaniques qui existaient quand la Terre était dominée par des créatures aux adaptations aujourd'hui disparues. Plus subtilement, l'héritage de ces anciens écosystèmes influence encore les patterns de biodiversité que nous observons aujourd'hui. La distribution géographique de nombreux groupes d'organismes modernes reflète encore les voies de dispersion et les barrières géographiques qui existaient pendant l'ère permienne. Certaines lignées de plantes, d'insectes et même de micro-organismes portent des signatures génétiques qui racontent l'histoire de leurs ancêtres naviguant dans les écosystèmes complexes dominés par les synapsides. L'étude de ces patterns de distribution révèle des connexions fascinantes entre le passé et le présent. Des espèces apparemment sans rapport, séparées aujourd'hui par des océans entiers, partagent des ancêtres communs qui évoluèrent dans les écosystèmes unifiés de la Pangée. Leur similarité génétique témoigne d'une époque où la Terre était un monde sans frontières océaniques, où la vie pouvait se disperser librement à travers des continents aujourd'hui séparés. Ces connexions évolutives profondes ont des implications pratiques pour la science moderne. La recherche médicale bénéficie énormément de notre compréhension de l'héritage évolutif partagé. Les mécanismes physiologiques fondamentaux qui permettent à un rat de laboratoire de métaboliser un médicament expérimental sont essentiellement les mêmes que ceux qui permettent à un humain de le faire, parce que les deux espèces héritent de ces mécanismes d'ancêtres cynodontes communs. De même, notre compréhension des systèmes écologiques modernes est profondément informée par l'étude des écosystèmes anciens. Les principes qui gouvernaient les interactions entre prédateurs et proies dans les écosystèmes permiens, les dynamiques de compétition et de coopération qui structuraient ces communautés biologiques, ces mêmes forces fondamentales continuent d'opérer dans les écosystèmes contemporains. L'étude des extinctions anciennes, particulièrement la Grande Mort du Permien-Trias, fournit également des insights cruciaux pour comprendre les défis environnementaux
environnementaux contemporains. Les mécanismes qui causèrent l'effondrement des écosystèmes permiens, l'acidification océanique, le réchauffement climatique rapide, la perturbation des cycles biogéochimiques, tous ces processus trouvent des parallèles troublants dans les changements environnementaux actuels. Cette perspective historique profonde nous rappelle que les écosystèmes complexes, même ceux qui semblent stables et permanents, peuvent s'effondrer rapidement quand ils sont poussés au-delà de leurs limites adaptatives. Elle nous montre aussi, cependant, que la vie possède une capacité remarquable de récupération et de réinvention, même après les catastrophes les plus destructrices. L'héritage culturel de ces découvertes paléontologiques mérite également d'être reconnu. Notre compréhension de ces créatures anciennes a profondément influencé notre conception de la place de l'humanité dans l'histoire de la vie. La révélation que d'autres lignées ont dominé la planète pendant des dizaines de millions d'années avant l'émergence des mammifères, que des écosystèmes complexes et sophistiqués existaient dans un passé si profond qu'ils défient l'imagination, cette prise de conscience a révolutionné notre perspective sur la nature du temps et de l'évolution. Ces découvertes ont aussi inspiré des générations de scientifiques, d'artistes et d'écrivains. Les reconstructions artistiques du Dimetrodon et d'Inostrancevia, ces tentatives de donner vie aux créatures du passé profond, ont nourri l'imagination populaire et stimulé l'intérêt pour la paléontologie. Elles nous rappellent que notre planète a une histoire riche et complexe qui s'étend bien au-delà de l'expérience humaine. Plus philosophiquement, l'étude de ces créatures anciennes nous confronte à des questions profondes sur la nature du progrès évolutif et la place de l'intelligence dans l'univers. Le fait que des créatures avec des cerveaux relativement simples aient pu développer des adaptations d'une sophistication remarquable remet en question nos assumptions sur la relation entre la complexité cognitive et le succès évolutif. Il est humiliant de réaliser que les innovations thermorégulatrices du Dimetrodon, développées par une créature avec un cerveau de la taille d'une noix, étaient sous certains aspects plus sophistiquées que les technologies de contrôle thermique que nous avons développées avec nos cerveaux complexes. Cette réflexion nous rappelle que l'intelligence n'est qu'une stratégie évolutive parmi beaucoup d'autres et que la nature a exploré des solutions à des problèmes fondamentaux bien avant que nous ne commencions même à comprendre que ces problèmes existaient. Dans ce contexte, notre propre espèce apparaît moins comme l'aboutissement inévitable de l'évolution et plus comme un des nombreux expériments évolutifs que la planète a tentés. Nous sommes les héritiers d'une lignée qui a survécu à la grande mort du Permien, qui a persisté à travers l'âge des dinosaures et qui a finalement émergé pour dominer la planète moderne. Mais cette domination n'était pas prédestinée et elle n'est pas garantie d'être permanente. L'histoire des synapsides du Permien nous enseigne que même les innovations évolutives les plus remarquables, même les adaptations les plus sophistiquées, peuvent devenir des vulnérabilités quand l'environnement change suffisamment rapidement. Cette leçon résonne particulièrement fort à une époque où notre propre espèce change l'environnement planétaire à un rythme qui n'a pas d'équivalent depuis l'extinction permienne elle-même. Cette leçon d'humilité évolutive nous ramène au cœur de ce voyage extraordinaire que nous avons entrepris ensemble. Nous avons traversé des centaines de millions d'années, témoins de l'ascension et de la chute de créatures si remarquables qu'elles défient notre imagination moderne. Nous avons vu le Dimetrodon maîtriser l'art de la thermorégulation avec une sophistication que nos technologies peinent encore à égaler. Nous avons observé Inostrancevia perfectionner l'art de la prédation avec des dents de sabre, qui représentaient l'aboutissement de dizaines de millions d'années d'innovation évolutive. Et nous avons été témoins de leur disparition dans la plus grande catastrophe biologique de l'histoire de notre planète. Mais au terme de cette exploration, une réalisation profonde s'impose. Ces créatures ne sont pas vraiment disparues, elles vivent encore, transformées et réinventées, dans chaque battement de notre cœur, dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque pensée qui traverse notre esprit. L'héritage du Dimetrodon pulse dans nos veines chaque fois que notre système circulatoire régule notre température corporelle. L'esprit de survie d'Inostrancevia guide nos réflexes quand nous faisons face aux dangers. L'adaptabilité des cynodontes du Permien tardif résonne dans notre capacité à apprendre, à nous adapter et à innover face aux défis changeants de notre environnement. Cette continuité évolutive révèle une vérité plus profonde sur la nature de la vie elle-même.
L'évolution n'est pas une marche linéaire vers une complexité croissante, mais plutôt une danse complexe d'innovation et d'adaptation où chaque génération s'appuie sur les réalisations de ses prédécesseurs tout en explorant de nouvelles voies d'expression biologique. Les créatures qui dominaient la Terre il y a 300 millions d'années n'étaient pas des formes de vie primitives destinées à être remplacées par des versions améliorées. Elles étaient des chefs-d'œuvre d'adaptation, des solutions élégantes aux défis de leur époque, et leurs innovations continuent d'influencer la vie sur Terre aujourd'hui. Quand nous regardons un chat moderne utiliser ses sens aiguisés pour chasser dans l'obscurité, nous voyons l'héritage des cynodontes qui développèrent des capacités sensorielles sophistiquées pour survivre dans le monde post-extinction. Quand nous observons un oiseau réguler sa température corporelle avec une précision remarquable, nous sommes témoins de l'évolution des innovations thermorégulatrices qui commencèrent avec les premiers synapsides à voile dorsale. Quand nous étudions la capacité d'un mammifère marin à plonger dans les profondeurs océaniques, nous découvrons des adaptations physiologiques qui trouvent leurs racines dans les expérimentations biologiques du Permien. Cette perspective évolutive transforme notre compréhension de ce que signifie être vivant dans le monde moderne. Nous ne sommes pas des observateurs détachés de la nature, mais plutôt les derniers chapitres d'une histoire qui commença avec les premières créatures qui osèrent quitter les océans primitifs pour explorer la terre ferme. Chaque innovation qui nous permet de prospérer dans notre monde complexe, de nos systèmes immunitaires sophistiqués à nos capacités cognitives remarquables, représente l'aboutissement de centaines de millions d'années d'expérimentation évolutive. Dans ce contexte, les défis environnementaux contemporains prennent une résonance particulière. Les changements climatiques que nous observons aujourd'hui, l'acidification des océans, la perturbation des écosystèmes globaux, tous ces phénomènes évoquent les conditions qui menèrent à l'extinction Permien-Trias. La différence cruciale est que cette fois, c'est notre propre espèce qui joue le rôle des volcans sibériens, libérant des quantités massives de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et perturbant les équilibres biologiques qui ont permis l'épanouissement de la vie complexe. Cette analogie n'est pas simplement académique. Elle nous offre une perspective unique sur les mécanismes qui peuvent mener à l'effondrement écologique et sur les stratégies qui peuvent permettre la survie et la récupération. L'étude des lignées qui survécurent à la Grande Mort révèle des patterns qui restent pertinents aujourd'hui. L'importance de la diversité génétique, la valeur de la flexibilité comportementale, l'avantage des stratégies écologiques généralistes sur la spécialisation extrême. Ces leçons du passé profond nous rappellent que la survie à long terme dépend moins de la domination temporaire que de la capacité d'adaptation continue. Les synapsides du Permien dominèrent leur monde pendant des dizaines de millions d'années, mais leur succès même créa les vulnérabilités qui menèrent à leur chute. Leur héritage survit non pas dans la continuation de leur domination, mais dans l'évolution de leurs descendants vers de nouvelles formes d'adaptation. Cette perspective évolutive offre aussi une source d'espoir remarquable. Si l'histoire de la vie nous enseigne quelque chose, c'est que même les catastrophes les plus destructrices peuvent devenir les catalyseurs de nouvelles vagues d'innovation et de diversification. L'extinction Permien-Trias, malgré sa terreur destructrice, ouvrit la voie à l'émergence des dinosaures, des mammifères et finalement de nous-mêmes. Elle démontra que la vie possède une capacité remarquable de réinvention qui transcende même les perturbations les plus extrêmes. Cette résilience évolutive ne garantit pas la survie de formes de vie particulières, y compris la nôtre. Elle suggère plutôt que la vie elle-même, cette force créatrice extraordinaire qui transforme la chimie inerte en complexité biologique, trouvera toujours de nouvelles voies d'expression, même dans les circonstances les plus défavorables. Les innovations développées par les survivants de chaque crise majeure enrichissent le répertoire évolutif disponible pour les expérimentations futures. Dans cette lumière, notre propre rôle dans l'histoire de la vie devient plus clair et plus responsable. Nous sommes simultanément les héritiers de milliards d'années d'innovation évolutive et les architectes potentiels de l'avenir de la vie sur Terre. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront quelles innovations survivent aux perturbations environnementales contemporaines et quelles nouvelles voies évolutives s'ouvriront dans les millions d'années à venir. Cette responsabilité est à la fois intimidante et inspirante. Intimidante parce qu'elle nous place dans la position de gardien d'un héritage évolutif d'une richesse incommensurable. Inspirante parce qu'elle nous offre l'opportunité de contribuer consciemment à cette grande expérience évolutive, d'utiliser notre intelligence pour préserver et enrichir la diversité biologique plutôt que de la diminuer.
Les créatures extraordinaires que nous avons rencontrées dans ce voyage, le Dimétrodon avec sa voile majestueuse, Inostrancevia avec ses dents de sabre redoutables, les cynodontes avec leur adaptabilité remarquable, tous nous rappellent que l'innovation évolutive peut prendre des formes que nous n'aurions jamais imaginées. Leur existence prouve que la vie est capable de solutions créatives aux défis environnementaux qui dépassent souvent en élégance et en efficacité nos propres créations technologiques. Cette leçon d'humilité devrait nous inspirer à observer plus attentivement les innovations évolutives qui nous entourent, à apprendre des stratégies adaptatives développées par des millions d'espèces contemporaines et à reconnaître que notre intelligence n'est qu'une des nombreuses façons dont la vie a appris à naviguer dans la complexité de l'existence. En fin de compte, l'histoire des animaux terrifiants qui dominaient la Terre avant les dinosaures est aussi notre histoire. C'est l'histoire de la persistance de la vie face à l'adversité, de l'innovation face à l'extinction et de la capacité remarquable de la nature à transformer même les catastrophes les plus destructrices en opportunités pour de nouvelles formes de beauté et de complexité. Quand vous sortez dans le monde aujourd'hui, quand vous observez un animal domestique réguler sa température par une chaude journée d'été, quand vous ressentez votre propre cœur accélérer face à un défi, souvenez-vous que vous participez à une conversation évolutive qui commence il y a des centaines de millions d'années avec des créatures aux adaptations extraordinaires qui ont disparu depuis longtemps mais qui vivent encore dans chaque cellule de votre corps. Cette continuité à travers le temps profond nous connecte non seulement à notre passé évolutif mais aussi à notre avenir potentiel. Les innovations que nous développons aujourd'hui, les solutions que nous trouvons aux défis contemporains, les choix que nous faisons pour préserver ou détruire la diversité biologique, tous ces éléments deviendront partie de l'héritage évolutif que nous laisserons aux générations futures, qu'elles soient humaines ou d'une forme que nous ne pouvons pas encore imaginer. Dans ce grand continuum de la vie, nous sommes simultanément les élèves des maîtres anciens et les professeurs des innovations futures. Notre voyage à travers le monde du Dimétrodon et d'Inostrancevia nous rappelle que chaque moment de l'histoire de la vie est à la fois un aboutissement et un commencement, une célébration de ce qui a été accompli et une préparation pour ce qui reste à découvrir dans les chapitres encore non écrits de cette extraordinaire histoire évolutive.